Merci d'avoir bravé la grève. Merci. Peut-être revenez-vous d'une manifestation, je ne sais pas. Je ne vois pas vos pancartes. Mais mine de rien, ça fait un peu la boucle, on va dire que entre la grève en France et Richard Lester, c'est pas une histoire nouvelle, puisqu'en 1968, Richard Lester devait projeter son film Pétulia au Festival de Cannes en compétition. Sauf que c'était l'année 68 où ça a été annulé par la grève, donc la grève générale. Donc cette fameuse année 68 où on n'était plus, selon Godard, censé parler de travelling et tout tralala. Ça tombe bien, chez Lester, il n'y a pas beaucoup de travelling, il n'y a pas beaucoup de mouvements de caméra, donc on est tout à fait raccord. Donc en fait, je prends cette grève comme un bon présage de ce qui va se passer, enfin de cette conférence et du bon déroulé de la conférence. Et comme le dit Bernard, juste après, j'espère que vous aurez le temps de rester pour Comment j'ai gagné la guerre. J'avais demandé un film avec 4 Beatles, on m'a juste donné un film avec un Beatle, donc c'est déjà pas mal. Merci Bernard. J'espère que cette rétrospective, cette conférence, donc vont un peu dissiper la réputation de légèreté, de dilettantisme, qui est un peu lié à Richard Lester. Comme le disait Bernard, est un cinéaste qu'apparemment on pense connaître au fil des rediffusions à la télévision, sur FR3 ou sur la 5, et tout ça. Et donc j'espère qu'à l'issue de cette conférence, vous ne confondrez plus Richard Lester avec Richard Fleischer ou Mark Lester. Et pardon. Comment est-ce qu'on passe des Beatles aux Mousquetaires et mine de rien à Superman. Dans son texte pour la présentation de cette rétrospective, Bernard Payen avait tout à fait raison de trouver comme titre Pop, etc., puisque pop, l'œuvre de Lester est pop, et donc pop, ça suggère l'énergie au mouvement, la vitesse et la culture de masse. Moi, je vais plutôt me concentrer sur etc., dans pop, etc., parce que ça bouge beaucoup dans les films de Lester, mais ça bouge, mais pourquoi faire ? Pourquoi est-ce qu'on y court ? Après quoi court-on ? À quoi essaie-t-on d'échapper ? Mais aussi, pourquoi s'arrête-t-on parfois dans les films de Lester ? Donc la vitesse est un thème, sinon le grand thème, je pense, qui occupe l'œuvre de Richard Lester. C'est la vitesse du burlesque, bien sûr, c'est le passage du temps, c'est le fait d'être en porte-à-faux avec son époque ou avec une autre génération. Donc la vitesse, c'est aussi la manière de travailler de Lester, qui donc aimait bien finir un tournage en avance, qui aimait aussi récupérer des projets à la volée, donc alors qu'ils étaient déjà très avancés. C'était le cas sur Terreur sur Britannique et aussi dans une certaine mesure sur Superman 2, on va en parler après. Et quand on voit les films à la chaîne, en fait, on se rend compte qu'il y a une vision du monde, qui a vraiment une vision cohérente, qui est peut-être plus humaniste qu'on ne pense, qui est beaucoup moins légère qu'on ne pense. Et il y a une cohérence aussi bien donc, dans les gags des films de Lester que dans les moments les plus dramatiques. Il y a, je pense, une dialectique permanente entre cette fausse légèreté et cette gravité. Et tous les personnages en fait, des films de Lester, que ce soit dans les comédies, dans les drames ou dans les films de super-héros, en fait, se heurtent au principe de réalité. Que ce soit dans une romance comme Pétulia, dans donc, ces adaptations des Trois Mousquetaires de Dumas, ou même dans des comédies farces conceptuelles déconstruites comme Knack, ou Comment j'ai gagné la guerre, que vous allez voir tout de suite après, j'espère. Donc c'est pourquoi le titre, je pensais à plein de sous-titres pour cette communication, donc on s'était donc arrêté à Qui êtes-vous, Richard Lester, mais on aurait pu très bien appeler ça Richard, laisse tomber les idoles, ou L'homme pressé, parce que vraiment le contrepoint de cette énergie chez Lester, c'est vraiment une sensation de tristesse et de mélancolie. Donc dans cette conférence, je vais beaucoup parler de vitesse, de burlesque, mais aussi de mélancolie. Et un critique qui avait des sentiments très partagés envers Richard Lester, mais qui en même temps était capable d'écrire des tartines sur lui, c'était l'américain Manny Farber. Donc vous pouvez retrouver tous les textes dans un superbe recueil qui s'appelle Espace négatif chez Paul. Et Lester avait écrit en 1966 un article qui s'appelle L'ergue stéroïde. Donc stéroïde comme astéroïde, hémorroïde, je ne sais pas. Et après la sortie de Help, donc Help, le deuxième film de Lester avec les Beatles, Farber pensait en fait qu'on retrouvait des traces du style lesterien dans des films aussi divers que Opération Tonnerre, donc James Bond, Viva Maria de Louis Malle, La 10e victime d'Elio Petri, qui le juge à l'époque comme étant le meilleur film néo-lestérien. Donc ça donne envie de revoir La 10e victime. Et aussi, bizarrement, La poursuite impitoyable d'Arthur Penn. Et Farber définissait donc l'univers de Lester dans ces termes. Il appelait aussi Lester un peu de façon condescendante le Prospero du pauvre.
Prospero, donc le sorcier de la tempête de Shakespeare, le sorcier donc, qui provoque tempête, vent et marée. Et d'après Farber, le monde de Lester est, je cite, un monde de vitrines où l'humour est mélancolique et d'un gris forcé. Malgré les postures frénétiques, il n'y a pas de vrai mouvement. Et le principal effet est celui d'une technologie triste, grise et frustrée. Donc, on ne va pas être aussi dur que Farber, sinon j'arrêterai cette conférence maintenant. Mais je pense qu'il touche à quelque chose de très profond chez cinéaste, qui en tout cas va au-delà du gag. Le principal reproche qu'on fait à Lester, surtout dans les années 60, à cause des Beatles, à cause du Knack, mais aussi de Petunia, c'est qu'il veut faire moderne, contemporain. Donc il veut faire brancher cool, comme on dit de nos jours. Mais c'est quoi la modernité? Je vais prendre une définition qui m'arrange, celle de l'anthropologue Thomas Ian Eriksen. La modernité, c'est la vitesse. Ou pour paraphraser Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste, la société capitaliste, c'est là où tout ce qui avait solidité et permanence s'en va dans la fumée. Ou pour aussi paraphraser Max Weber, l'éthique protestante considère la perte de temps comme le plus mortel des péchés. Donc c'est un peu ces éléments-là qu'on doit avoir en tête si on veut un petit peu se pencher sur Lester. Donc qui êtes-vous, Richard Lester? Donc, alors je sais qu'à 20h, on va passer 2001 Odyssée d'espace, si j'ai bien compris. Et je vous remercie de ne pas être là-bas pour la 50e fois et revoir ce chef-d'œuvre. Et ça fait quand même un point commun avec Lester, puisque comme Kubrick, Richard Lester est un Américain qui s'installe en Grande-Bretagne et qui n'en est jamais vraiment parti. Richard Lester donc, est né le 19 janvier 1932 à Philadelphie. Donc son signe astrologique, c'est Capricorne. Et ça m'a fait penser à cette classification que Luc Mouet faisait dans un article pour les Cahiers du cinéma, qui s'appelait 12 façons d'être cinéaste. Et il se demandait, comme d'habitude à sa manière très pince sans rire, si l'astrologie détermine la carrière d'un réalisateur. Et il écrit, je cite, Capricorne, comme Max Sennett ou Dziga Vertov, un goût pour le travail collectif, la négation du moi. Ça tombe bien, c'est parfait pour ce qui nous occupait, pour Lester, quand même, qui va faire des films de bande d'amis, et s'attaquer aux héros, donc on est cœur du sujet. Merci Luc Mouet, comme d'habitude. Et Lester va donc commencer à travailler à la télévision dans les années 50, selon ses ascensions typiques de sa génération, c'est-à-dire traverser la rue pour trouver un travail, et commencer comme une petite main, ensuite être machiniste, finir assistant réalisateur sur la chaîne CBS. Et on parle souvent de vitesse pour qualifier le travail de Lester, mais et parce que grâce au petit écran, grâce à la télévision, il va forcément apprendre donc l'exigence donc du travail rapide, du travail en direct et de travailler très vite. Et comme il le dit dans ses interviews, dans une des interviews qu'il a faites, je faisais une série télévisée à l'époque, 5 fois 30 minutes la semaine, un western avec des chevaux et des cascadeurs, et c'était un cauchemar. Et ça m'a habitué à travailler très vite, à travailler avec beaucoup de caméras et à être hystérique. Et j'ai gardé ça toute ma vie et dans mon travail. Et dans une autre interview, il dit, je cite, « Dans la plupart de mes films, je n'avais pas le temps d'échafauder une philosophie du travail. C'était plutôt, voilà une offre, voilà le problème. Quelle est la manière la plus facile de la résoudre ?» Et il faut aussi rappeler que je pense que c'est l'information peut-être la plus importante dans une biographie qui est en fait sans trop d'histoire, enfin, voilà, sans grand drame, sans grand cataclysme, c'est que Lester a été un enfant très précoce, ce qu'on appelle un enfant prodige, puisqu'il rentre à l'université à l'âge de 15 ans, où il ressort avec un diplôme de psychologie. Et puis il travaille à la télévision quand il a 18 ans. Ce qui me fait penser que dans Superman 3, on va en parler après, donc il y a le personnage donc, de Richard Pryor qui joue un chômeur qui apprend l'informatique en une journée, je pense, et qui devient un petit génie du piratage. Et je pense que Lester s'est peut-être beaucoup identifié à ce personnage de Richard Pryor dans Superman 3. Et cette précocité fait qu'à 21 ans, ils sont déjà coincés dans une routine. Donc on est déjà à une époque où à 21 ans, on se sent déjà arrivé, déjà installé, comparé à une époque où même à 64 ans, on ne sait pas trop où on sera. Et je pense que ça explique son envie après d'élargir ses horizons, enfin, cette envie de bougeotte, enfin, cette envie de passer d'un genre à un autre, ou même finalement de passer d'un continent à un autre. Donc d'ailleurs en Grande-Bretagne, de travailler à la télévision britannique. Et là, l'histoire est connue, il va se faire remarquer par Peter Sellers. Et Peter Sellers va lui demander d'adapter à la télévision une émission radio qui s'appelait le Goon Show,
qui était équivalent, qui va en fait beaucoup annoncer le Monty Python Flying Circus, sauf que c'est une émission radio et que Sellers, donc qui travaillait avec ses comparses Spike Milligan et Harry Secombe, vont transposer cette émission radio à la télévision en 56 et demander à Lester donc de signer l'adaptation. Et ça tombe bien puisque, de fil en aiguille, cette émission de Goon Show, un des grands fans du Goon Show, sera John Lennon. Et donc, avec Peter Sellers et Spike Milligan, donc après le Goon Show, Lester va tourner un court-métrage burlesque que vous avez peut-être déjà vu en avant-programme du CNAC ici, qui s'appelle The Running, Jumping, Standing Still Film en 59. Donc, ce qu'on pourrait traduire, et ce qui pourrait entièrement résumer la carrière de Lester, c'est le film qui court, saute et reste immobile. Donc le film va être nominé aux Oscars, il va être remarqué par les Beatles, et donc forcément les Beatles vont mettre Lester en tête de liste pour les réalisateurs pressentis pour faire 4 garçons dans le vent, donc Hard Day's Night. Et donc ce week-end, il y aura la projection donc, du film avec un dialogue avec Mishka Assayas. Donc je pense qu'il parlera beaucoup du fait que le film invente le clip vidéo et invente ce qu'on appelle le documentaire, c'est-à-dire le faux documentaire qui va annoncer des films comme Spinal Tap. Et aussi comment 4 garçons dans le vent va proposer une alternative au film avec des rockstars au cinéma et donc dire qu'il y a une alternative au film d'Elvis Presley, au mauvais film d'Elvis Presley, pardon. Mais je vais plutôt me concentrer, pas sur la musique, mais sur le burlesque du film, et donc vraiment sur ce qui fait un peu l'ADN cinématographique de Lester. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, ou qui n'étaient pas nés à l'époque, je vous rappelle l'argument, 4 garçons dans le vent, donc on y suit plus ou moins les Beatles dans un espèce de compte-rendu fictionnel donc, d'une journée, enfin voilà, donc de leur carrière. Donc c'est le début de la Beatlesmania, ils sont poursuivis par leurs fans, ils doivent enregistrer des chansons, ils doivent chanter sur scène, et il y a une sous-intrigue avec le grand-père fictif de Paul McCartney, qui est en fait un sacré garnement et qui va leur poser pas mal de problèmes. Donc la poursuite et la vitesse sont des éléments fréquents chez Lester, et on ne sera pas surpris qu'il cite Buster Keaton comme une de ses plus grandes influences. Keaton, avec qui il a travaillé ensuite sur le film Le Forum en folie en 66, et Le Forum en folie sera le dernier film de Buster Keaton, qui sera à l'époque déjà très, très malade, très atteint d'un cancer. Et c'est intéressant de voir comment Lester va diriger et digérer cette influence du burlesque keatonien dans 4 garçons. Comment est-ce qu'on fait du burlesque en Angleterre avec ce sens de l'urgence qui le caractérise et dans le contexte de Singing London. Eh ben, je propose qu'on se rende compte à l'image avec un petit montage que j'ai fait, ce qu'on appelle un mash-up, comme disaient les jeunes, qui va juxtaposer le début de 4 garçons dans le vent avec un passage très connu d'un film de Buster Keaton, Les fiancés en folie, 1925. Et on va voir ce qui les rapproche et les sépare. Donc l'extrait Lester versus Keaton, s'il vous plaît.
pour l'écran rudimentaire un peu pardon, le split screen rudimentaire. Je ne suis pas Brian De Palma, malheureusement. Et on aurait pu faire courir, je pense, l'extrait des Fiancés en folie jusqu'à la scène où Keaton est poursuivi par des pierres qui roulent. Donc je pense que ça aurait été l'occasion de voir les Beatles avec des pierres qui roulent sur le même écran. Les Rolling Stones, pardon. Mais comme vous voyez, sur le même canevas, donc des femmes qui poursuivent un ou des hommes, l'énergie comique est distribuée différemment. Donc chez Keaton, qui est un parfait Américain, qui aime les grands espaces et qui vraiment s'applique à occuper de toutes les manières possibles, on a ça, on a cette respiration. Enfin voilà, c'est cette course. Pratiquement digne d'un western, tandis que Lester, lui, joue sur des espaces fermés, donc à gare de chemin de fer, et cachette, même dans la gare, comme la cabine photo ou cabine téléphonique. Donc il y a ce principe de réalité que j'évoquais au début, sur lequel il joue, sur lequel il bute, et qui transparaît par le filmage, quasi documentaire, la caméra portée, les inserts d'images, entre guillemets, volés. Et ce côté spontané, bien sûr, Lester ne l'a pas inventé, puisque c'est aussi, ça vient de ce qui devenait précédemment, c'est-à-dire la nouvelle vague britannique. Donc les films réalistes incarnés par Tony Richardson ou Josh Singer, désignés par les Anglais comme le réalisme des vieilles cuisines, en anglais kitchen sink realism. Et cette spontanéité, c'est aussi dû à la nécessité de tourner en pleine rue, un film avec des Beatles à l'époque, qui était vraiment les idoles des jeunes, sans provoquer de vraies émeutes avec de vrais fans. Et c'était arrivé pendant le tournage donc, de Hard as Night, donc quatre garçons dans le vent, que des scènes, que des jours de tournage aient pu être déjoués par des hordes de fans et même provoquer de la casse de matériel ou de la perte de bobines. Lester mentionne un moment aussi, nous voulions tourner une séquence à Notting Hill et nous n'avions droit qu'à une prise. Et soudain, 2000 gamins sortent de nulle part et bloquent toutes les issues et la police panique et nous ordonne de décamper. Donc on a dû improviser jusqu'à ce qu'on trouve la bonne rue où tout le monde ignore notre venue. Donc ça, c'est le fameux principe de réalité que j'évoquais au début. Mais pourquoi les Beatles courtirent dans le film? Comme le dit Lester, ça faisait partie de leur quotidien, donc ils n'avaient pas beaucoup d'efforts à jouer ça, à faire ça. Mais il y a cette anxiété sous-jacente derrière ce qu'on appelle le Swing in London. La course est comique, enfin, c'est drôle forcément de voir ces quatre garçons dans le vent poursuivis par des filles. Mais il y a déjà le côté claustrophobe qui suggère que nos Beatles en fait courent pour échapper à la pression du Star System, et le plan final du film offre une solution donc aux Beatles et à Lester pour arrêter la course, donc ils n'ont plus besoin de courir à droite et à gauche puisque forcément ils vont devoir s'envoler en hélicoptère au-dessus de la mêlée. Mais l'humour de Lester ne consiste pas seulement à tourner le dos à la réalité, il sait aussi s'y confronter et vraiment taper dedans. Je vais passer l'extrait après, mais au début de Quatre garçons dans le vent, les Beatles embarquent dans un train qui va vite se révéler être un microcosme de la société britannique. Donc c'est un échantillon de l'Angleterre où on trouve des jeunes, des moins jeunes, et ça va être un grand thème du film, c'est-à-dire la confrontation entre les parents et les grands-parents, entre les jeunes et les parents et les grands-parents, entre donc les Beatles, les Swing in London et la génération d'avant-guerre. Et donc, le potentiel subversif de Lester consiste en fait à composer avec les Beatles. Donc, on peut les rendre drôles, forcément jouer de leur imitation et jouer de leur imitation en tant qu'acteur. En passant, Lester disait que le meilleur acteur parmi les Beatles, c'était George Harrison, puisque c'était celui qui s'efforçait de moins jouer, enfin de moins jouer acteur. Mais en même temps, c'est compliqué et sinon impossible de rendre les Beatles dangereux. Lester va dire plus tard que s'il avait fait un film avec Rolling Stone, ce n'aurait pas un faux documentaire et que ça aurait été forcément quelque chose de plus intéressant. Donc, Quatre garçons dans le vent, le dos et la réalité. Et le deuxième film que Lester va faire avec les Beatles sera Help, en 65, qui cette fois va être en couleur, qui cette fois aura beaucoup plus de budget, qui va être encore plus détaché de la réalité, parce qu'on est cette fois dans un mélange entre la soupe au canard des Marx Brothers et un pastiche de James Bond. Donc, Help va être plus pop, va être en fait plus proche de ce que sera la série télévisée Batman dans les années 60, c'est-à-dire colorée et assez inconséquente. Donc, Lester, comme il pense avoir fait un peu le tour avec les Beatles, mais qu'en même temps, il a envie de dire quelque chose sur le Swing in London, sur la part obscure de Swing in London, va adapter une pièce de théâtre qui va donner le Knack, ou comment la voir. Et le Knack va remporter en 65 à Palme d'Or,
Et je pense que ça reste l'une des palmes d'or les plus curieuses de l'histoire de Cannes. Et c'est aussi surtout le jumeau noir, le jumeau maléfique des films des Beatles. Et là, Lester, il n'a plus Ringo, il n'a plus Paul, il n'a plus George, il n'a plus John. Et il va pouvoir explorer la part de névrose et du Swinging London, comme pourront le faire à la même époque des films comme I Feel Dragger avec Michael Caine ou Blow Up d'Antonioni. Je résume brièvement le Knack pour ceux qui n'ont pas vu. Le Knack va raconter la cohabitation entre plusieurs personnages du Swinging London au sein d'une maison. Il y a Colin, donc un professeur qui voudrait vraiment participer un peu plus à la révolution sexuelle et, comme on dit, choper des filles, donc avoir le secret du Knack. Le mojo, joueur extra qui fait crack boom u, comme dirait Jacques Dutronc, et donc il va chercher le secret du succès avec les filles. Et à côté, il y a Tolan, donc qui est le prototype du mode MOD de l'époque, qui lui a le Knack et qui est un playboy misogyne. Et ça va être une espèce de triangle amoureux avec une jeune fille qui s'appelle Nancy et qui est une provinciale qui monte à Londres et qui est innocente et vierge. Et avec le Knack, ou même à partir du Knack, l'humour de Lester va devenir plus conceptuel, plus fou, plus abstrait même. On va y briser le quatrième mur. On va parler aux spectateurs et même dans Knack, il y a carrément l'utilisation d'un chœur grec qui est signalé en fait par les commentaires en voix off des aînés, des gens plus âgés, des seniors comme on dit de nos jours. Et dans le Knack, il y a une scène qui est assez proche du début de 4 garçons dans le vent, donc la fameuse scène dans le train que je mentionnais. Et c'est une scène où à la place d'un train, c'est un lit que les personnages vont pousser dans les rues de Londres. Et donc, dans les deux cas, entre le train des 4 garçons et le lit du Knack, les personnages vont essaient en fait d'avancer avec donc, ce qu'ils ont sous la main, avec un moyen de transport, sous le regard de leurs aînés. Et on va passer deux extraits bout à bout de 4 garçons dans le vent et du Knack pour montrer comment, avec les mêmes outils, Lester va construire 2 tonalités comiques très différentes. Alors, les extraits ne sont malheureusement pas sous-titrés, mais je vous donnerai plus de contexte après. Extrait, s'il vous plaît, de 4 garçons et du Knack. Morning. All right. Whoa. Do you mind if we have it open? Yes, I do. Yeah, but there are 4 of us and we'd like it open. That's if it's all the same to you, that is. It isn't. I travel on this train regularly, twice a week, so I suppose I've some rights. So have we. Then we'll have that thing off as well, thank you. Well, an elementary knowledge of the Railway Act would tell you that I'm perfectly within my rights. Yeah, but we want to hear it. There's more of us than you. We're a community, and majority vote up the workers and all that stuff. Then I suggest you take that damn thing into the corridor, or some other part of the train, where you obviously belong. Give us a kiss. Look, mister, we pay for our seats too, you know. I travel on this train regularly, twice a week. Knock it off, Paul. You can't win with his sort. After all, it's his train, isn't it, mister? And don't take that tone with me, young man. I fought the war for your sort. I bet you saw you won. I shall call the guard. Ah, but what? They don't take kindly to insults, you know. Come on, let's go and have some coffee and leave the kennel to Lassie. Hey, mister, can we have our ball back? But, mister! Jump forward! Mister! Keep going! We have our ball back! Hey! Please, mister! Whoa! Whoa! Ho! Mods and rockers.
not a bus route in London free of its share of youth, vice. Hand back the city to those with their fair share of legs. They'll do anything but use the good feet they were born with. Anything but walk. Mine's the same. They'll settle. Oh, I wouldn't be seen dead on a bed from a personal angle. It's a young man's game. I mean, I'm broad-minded, but a bed's place is definitely in the home. Definitely. We have our own sleeping arrangements. Mods and rockers. See that? Oh! Just a minute. I'll be back. Excuse me, sir. You're wanted on the other ferry. It's all initiative now. I don't personally subscribe to that sort of program. They'll answer in court. Well, I come from Hampton Wick myself, so I'm used to innuendo. Comme vous avez vu dans les quatre garçons, c'est vraiment cette friction entre les Beatles et ce monsieur anglais très traditionnel qui va être vite se sentir encerclé par ces jeunes, menaces musicales, menaces sexuelles, menaces existentielles. Et les Beatles vont miséricordieusement les laisser partir, mais réaffirmer leur supériorité, parce qu'on les voit courir donc, de façon impossible à la même vitesse donc, que le train. Et là, ils vont montrer qu'ils sont littéralement dans le vent et qu'ils peuvent distancer ce pauvre monsieur assis et pétri donc, confit dans ses certitudes. Et la différence générationnelle, bien sûr, est expédiée dans cet échange que vous avez pu entendre dans l'extrait avec les Beatles, lorsque le monsieur anglais dit « J'ai fait la guerre pour vous » et que Ringo Starr réplique « Je parie que vous le regrettez ». Dans le Knack, donc, le montage... En fait, vous avez vu comment l'énergie est différente. Donc, on passe vraiment des Beatles à la musique jazzy, donc John Barry dans le Knack. Le montage est toujours aussi vif, mais là, on est dans un hommage un peu plus assumé. On n'est plus chez Keaton, mais on est dans des trucs de la nouvelle vague française. Lester était un grand fan de Truffaut notamment. Et dans cette scène en particulier, donc du lit, Lester voulait rendre hommage à l'énergie des Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy. Et aussi, on peut penser à Jules et Jim, donc dans cette course donc, entre les deux messieurs et cette jeune fille. Mais on va dire que leur position est différente. Enfin, la position des personnages du Knack est différente de celle des Beatles, parce que eux, en fait, contrairement aux Beatles qui maîtrisent le jeu, c'est à eux d'être encerclés par la société. Et ce lit n'est plus comparé au train des Beatles, c'est presque un radeau, pas d'Améduse, mais vraiment un radeau précaire qu'ils vont utiliser pour naviguer dans une société inquisitrice. Si vous avez écouté les commentaires des approbateurs en voix off, si vous avez vu les visages de ces gens donc d'une autre génération qui commentent, donc c'est ce fameux cœur grec que je mentionnais, et ils disent entre autres des choses comme « Les bus sont remplis de jeunes et de vices, je suis ouvert d'esprit, mais un lit a sa place dans la maison » ou « Je suis contre ce genre de comportement ». Donc, à mesure que Lester s'éloigne des Beatles, il va donc devenir plus conceptuel, il va aller vers d'autres choses, donc il va aller vers un autre type de comédie musicale qui est le Forum en folie.
donc qui est un mélange donc, de Peplum et qui est une parodie de Peplum, et dont un critique dira à l'époque le film est tellement frénétique qui provoque un effet de dislocation. C'est toujours amusant de lire les critiques d'antan où on reproche au film d'être trop rapide, d'aller trop vite. On se demande ce qu'il penserait de nos jours. Mais aussi, Lester va devenir plus consciemment politique à mesure qu'il devient conceptuel, donc, comme dans le film qu'on va passer après, donc Comment j'ai gagné la guerre. Et je ne vais pas vous montrer l'extrait de Comment j'ai gagné la guerre, mais je vais juste le résumer succinctement. Où je vais utiliser le résumé déjà succinct de la Cinémathèque dans le programme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 2 officiers, anglais et allemands, sont chargés de construire un terrain de cricket et de détruire un pont. Donc c'est à peu près le résumé du film. C'est un film de guerre, ou plutôt c'est un film contre la guerre, et Lester va disloquer et casser toutes les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis d'un film sur la guerre, ou même d'un film tout court. Et Lester dira, il est impossible de faire un film authentique contre la guerre si vous montrez la guerre. Donc on a donc essayé cette technique brechtienne de l'aliénation où vous commencez à aimer les personnages et soudain le personnage s'adresse au public, lui parle, sort du rôle et vous brisez ce lien qui rend la fiction romantique. Et le film, si vous le regardez après, vous constaterez que c'est une disruption constante de la notion d'héroïsme en temps de guerre, puisque Lester va filmer les combats, puis va refilmer les scènes à la façon d'un documentaire, donc de propagande, où après il va utiliser un gag qui a l'air très idiot lorsqu'on le lit, mais dans le film, lorsque Salma meurt, il est remplacé par un acteur qui est peint en rouge, en bleu ou en vert, et donc ça ramène vraiment la guerre à une dimension de jeu avec des pions et des jouets. Et pour vous donner envie, je vais citer une critique de l'époque, encore par Manny Farber, qui aimait le film, qui a écrit une critique assez longue du film, sans jamais en fait citer le nom du réalisateur, ce qui est assez marrant. Et il dit donc de Comment j'ai gagné la guerre, il dit dans ses meilleurs moments, le film possède une hargne acariâtre rampant le long du sol, comme si on apercevait cette guerre contre le fascisme par les yeux d'un ver de terre de bande dessinée, coincé entre les toilettes au fin fond d'une fausse cambrousse située quelque part entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Bon, je pense que c'est un peu ça rend un petit peu compte de ce qu'est le film, et Lester va encore aller plus loin dans le non-sens avec un film de 69 qui est L'ultime garçonnière, qui est techniquement ce qu'on appelle un film post-apocalyptique, puisqu'il se passe après la Troisième Guerre mondiale. Et après la Troisième Guerre mondiale, dans de ce film, la population britannique a été réduite à 20 personnes. Donc 3 ans après la guerre, et donc ces 20 personnes vont essayer de vivre et perpétuer les modes de vie britanniques. Donc Ultime garçonnière est un titre un peu bizarre qui suggère soit un film coquin, soit une parodie de la garçonnière, mais le titre du film, le titre en anglais, c'est The Bed Sitting Room, donc la chambre à coucher, et c'est vraiment un titre à prendre au premier degré, puisque dans le film, un des personnages va se transformer en chambre à coucher. Il y a aussi une femme qui se transforme en armoire. Donc voilà, donc à cause des radiations, les gens se transforment. Dans ce film qu'un critique compare à l'époque à du Samuel Beckett, mais avec des meilleurs gags. Et avec ce décor de décharge à ordures, enfin, si vous voyez, vous verrez que les Monty Python à la télévision britannique auront piqué beaucoup de choses. Et c'est la même année en fait que les Monty Python en 69. Donc, avec Ultime garçonnière, Lester va arriver à une espèce de point de non-retour dans cette veine strictement comique. En fait, peut-être qu'il a déjà atteint ce point avant, puisqu'il s'est aventuré dans le drame en 68 avec Pétulia. Pétulia, donc, pour les connaisseurs, c'est un peu le joyau caché donc, de l'œuvre de Lester. Et comme je le disais, peut-être que sa postérité aurait été différente s'il avait été montré à Cannes en 68, s'il avait concouru à Cannes. Et Pétulia, à ce moment-là, c'est le premier film que Lester tourne aux États-Unis. C'est la première fois où il retourne aux États-Unis et fait vraiment un film américain sur un sujet américain. Et on peut imaginer qu'il voulait marquer le pas, puisque Pétulia va être vraiment une critique sans filtre et sans concession du conformisme de l'époque. Et le film raconte donc l'histoire d'amour contrarié entre un médecin en plein divorce, qui est joué par George C. Scott, et une femme mariée, un peu plus jeune que lui, qui est jouée par Julie Christie. L'histoire est classique. Mais Lester va décider de la fragmenter pour la rendre plus intéressante et aussi pour rendre compte, je cite Lester, d'une société en plein chaos où les gens ne savent pas comment répondre à ce chaos. Donc le chaos, donc la chienlit qui frappe à la porte donc, de cette société, c'est bien sûr à l'époque la contre-culture et la permissivité. Et le film est vraiment en plein cœur de ça, puisqu'il est tourné à San Francisco, donc en plein ce qu'on appelait alors le Summer of Love hippie, donc l'été de l'amour hippie.
Donc Petulia est encore un film qui va vite. Donc, comme toujours, la préoccupation principale de Lester, aller vite. Mais cette fois, il va même aller plus vite que la lumière, puisque le film se déplace dans le temps, avec des flash-forward, donc des sons en avant de la narration. Et on ne sera pas étonné de voir au générique du film, comme directeur de la photo, un certain Nicholas Rugg, qui va parfaire ce principe donc, de la narration en déconstruite, kaléidoscopique, fragmentaire dans Ne vous retournez pas ou Performance. Donc Petulia n'est pas vraiment comique, mais dans la scène d'introduction donc on va passer avec des sous-titres, on va trouver cette trace de l'humour lesterien. Donc on va vous passer les 5 premières minutes du film. Je pense que Petulia n'est pas encore passé, donc j'espère que ça va vous donner envie de voir le film. Et donc ça va poser le style du film, mais aussi la vitesse du film. Et donc ça marque la rencontre de George C. Scott et de Julie Christie lors d'une soirée, lors d'un concert de charité pour des victimes d'accidents de la route. On va passer à l'extrait de Petulia, s'il vous plaît. Donc, le film commence avec ce genre de choc générationnel qu'affectionne Lester, donc des gens dans des fauteuils. Donc, c'est des changements de vitesse, des gens encore dans des fauteuils face à la jeunesse, face donc au Flower Power, au Summer of Love qui s'épanouit cette année-là. Vous avez reconnu que la musicienne qui ressemble à Janis Joplin, c'est Janis Joplin. Et voilà, donc des gens qu'on transporte encore, comme dans 4 garçons dans le vent. Et voilà, donc c'est encore un gars qu'on pourrait tirer de la période donc, des Beatles, donc de la période de 4 garçons dans le vent. Mais c'est encore... Voilà, c'est une manière de montrer 2 générations qui n'ont rien à se dire et 2 générations qui vont dans des directions ou à des vitesses différentes. Et dans cette scène, surtout du motel déshumanisé, il y a l'influence d'un autre cinéaste que Lester aime bien, en partie, qui est Jacques Tati. Cette scène du motel aurait pu avoir tout à fait sa place en Playtime, sans doute cadré beaucoup plus large, sans doute beaucoup moins sexuel. Et on peut aussi lier ce film à tout un continuum de films de la même époque, aussi bien la partie de Beck Edwards, ou même le lauréat de Mike Nichols, qui partage avec Petulia à peu près le même thème. Et voilà. Mais donc avec Tati, ce ne sont pas forcément 2 réalisateurs. Voilà, Tati et Lester, 2 réalisateurs qu'on rapproche spontanément, mais dans Petulia, il y a ce même rapport, on va dire, mélancolique et joueur avec la modernité, donc cette espèce d'élégance un peu désemparée et moqueuse qu'on a face au constat de l'ancien monde qui s'en va. Lester est sans doute beaucoup moins patient que Jacques Tati, et le jugement de Lester sur Tati est assez caractéristique, et assez caractéristique différence entre les deux quant à l'approche de l'humour et quant à même à l'approche de la modernité en général. C'est une conversation que Lester a avec Steven Soderbergh, et donc dans un recueil d'entretien que Steven Soderbergh va y consacrer 30 ans plus tard, où Lester dit oui, Les Vacances de Monsieur Hugo, c'est un grand film, mais Playtime, c'est tout juste supportable, et Trafic est insupportable. Et pour justifier ça, Lester dit Tati est arrivé à un point où il s'est dit qu'il voulait tellement contrôler les choses sur un tournage qu'il va construire une rue. Il ne veut plus être dans une vraie rue. Et or, le principe de réalité de Lester fait que face à son envie de spontanéité et aussi son envie de travailler très vite, fait que son comique à lui doit vraiment se baser sur quelque chose qui préexiste. Et comme il le dit, dans la réalité, un immeuble a 400 ans d'histoire d'architectes qui ont mal fait les choses et 400 ans d'histoire de décorateurs qui ont foutu foutoir avec des bouts de tuyauterie qui dépassent. Mais vous pouvez travailler avec ça. Et Petulia, donc, est la première fois où Lester va vraiment mettre en scène des personnages en chair et en os, et non pas des archétypes comme les Beatles ou comme dans le Knack, donc des vrais personnages en 3 dimensions, avec des bouts de tuyauterie qui dépassent des personnages. Et il s'en dégage une vraie mélancolie, et c'est peut-être le seul film où Lester, je pense, s'expose vraiment, peut-être la seule fois, et il dira dans une interview plus tard, et c'est un peu la clé, je pense, pour comprendre le réalisateur, il dit... Je ne suis certainement pas un romantique, mais je ne suis pas un anti-romantique. Je suis juste désespérément anti-sentimental, anti-nostalgique du passé ou de tout. Je parle de cette fausse nostalgie qui dicte que tout était merveilleux dans le passé, que tout était mieux dans le passé. Si quelqu'un me parle du bon vieux temps, je pointe tout ce qui était horrible. Les enfants sans chaussures, qui travaillaient dans les mines, pour remettre les choses en perspective. Donc cet anti-romantisme, Lester va dispenser dans la seconde partie de sa carrière, qui est peut-être la plus connue, donc celle des années 70.
Et à cette époque, Lester encaisse l'échec commercial de Pétuia de Tim Garçonnière, qui ne marche pas du tout. Donc, il va avoir du mal à monter des films. Donc, il va y avoir un hiatus jusqu'en 1973 où on vient le chercher pour adapter la fameuse version des Trois Mousquetaires. Trois Mousquetaires, donc, qui, selon un certain Quentin Tarantino, dans son livre Cinéma Spéculation, est une des plus grandes superproductions de tous les temps. Forcément, les Trois Mousquetaires, on a tous sa version favorite des Trois Mousquetaires. Il y a des fans de la version de 48 avec Gene Kelly, avec ses duets très chorégraphiés, très colorés à la limite de la danse. On connaît même des fans de la version de 2011 de Paul W.S. Anderson, c'est avec des bateaux qui volent. Et là, pour les Trois Mousquetaires, c'est une commande, mais Lester va faire quelque chose que je trouve très personnel avec sa méthode habituelle qui consiste donc à mêler du burlesque et à travailler donc vraiment une réalité, partir d'une envie de réalisme et partir de quelque chose de concret. Donc ça se voit dans les combats où il y a toujours un prétexte, en fait, un gag où vraiment tout ce qui est censé être acrobatique et chorégraphié est désamorcé par une énergie brouillonne. On n'est plus vraiment dans l'escrime élégant de Gene Kelly et on se bat vraiment comme on se battait à l'époque, c'est-à-dire qu'on ne se bat pas pour essayer d'embrocher quelqu'un, mais vraiment pour le tailler en pièces. Et avec ce film et sa suite, on l'appelle Milady, Lester va entreprendre sa démystification donc, de l'héroïsme, donc son anti-romantisme, son anti-anti-romantisme, pardon. Avec les Trois Mousquetaires, je pense qu'il n'y a pas non plus besoin de se forcer, puisque le livre de Dumas était déjà assez cynique à la base. Lester n'a fait juste que souligner ce qui était déjà apparent, puisqu'on pourrait résumer les Trois Mousquetaires. J'ai trouvé un résumé sur Twitter qui dit c'est quoi les Trois Mousquetaires? Un mineur et 3 potes adultes qui passent leur temps à trahir leur pays, se prostituer, tuer gratuitement des gens et mettre le bordel en mode c'est pas nous. Loin de se faire punir, on les récompensera pour leurs crimes. Ce qui est quand même un peu vrai quand on y pense. Et le comportement chevaleresque des mousquetaires dans le film, quand il s'agit de sauver la reine d'Autriche, qui en fait, il les considère pas très bien quand on y pense, est à mettre en balance avec quand même ce qui est une des choses pas forcément facile à revoir, qui est la manière dont ils vont exécuter sommairement la méchante Milady de Winter, sans procès. Et on sent que Lester filme ce féminicide comme un rituel assez gêné, donc sans gloire, à peu près de la même façon dont Fredo Corleone est tué dans le Parrain 2, c'est-à-dire de très loin. Et les films datent à peu près de la même époque. Et Lester va récidiver au fil des films. Là, on n'est plus dans la modernité, on n'est plus dans le contemporain des années 60, mais Lester va toujours trouver un moyen, en fait, donc de parler donc du contemporain, parler du moderne, et vraiment donc encore parler de vitesse et de montrer comment l'héroïsme à cette époque peut être une notion totalement dépassée. Bon, ça s'inscrit aussi dans le désenchantement des années 70 qui gagne au cinéma en général. Donc, il va faire le Froussard héroïque en 75, qui porte bien son nom. Il va faire les joyeux débuts de Butch Cassidy et le Kid, qui est un préquel étrange de Butch Cassidy et le Kid, où Lester va vraiment se refuser à être spectaculaire, puisque, comme il le note à l'époque du western, les munitions coûtaient très cher, donc c'était pas non plus la peine de tirer 30 cartouches à chaque duel. Et il y a la fameuse paire La Rose et la Flèche et Cuba, où Lester va prendre l'incarnation type du héros et du mâle testostéroné, qui est donc Sean Connery, et pour le mettre à terre. Donc Robin des Bois, 20 ans après, donc c'est dans La Rose et la Flèche, et moins connu dans Cuba, qui fait en 79. Cuba, c'est ce film où Sean Connery joue un mercenaire qui va essayer donc d'entraîner l'armée cubaine à résister à une éventuelle révolution communiste en 58. Spoiler, ça rate. Et Connery donc, va être ce personnage indécis qui va finir dans Graham-Wheels et qui va finir à la fin dans vraiment l'antithèse de Casablanca. Donc c'est lui qui prend l'avion et s'en va. Et Lester dit Sean Connery ne va plus jamais reparler après le film. Parce que pour la première fois de sa carrière, il joue quelqu'un de faible, d'inefficace, d'incompétent, d'impuissant avec les femmes et avec une horrible perruque. Je ne peux imaginer qu'il ignorait dès le début. À la fin, il a voulu tout faire pour remonter le film, pour en faire une histoire d'amour. Ça n'a pas marché.
Il ne s'agit pas juste pour Lester à l'époque de déboulonner des statuts de commandeur par jeu. Parce que dans ces films commerciaux des années 70, il y a, je pense, clairement une vision du monde, une vision clairement politique, où Lester continue à se méfier des figures d'autorité. Donc c'est toujours la même confrontation intergénérationnelle donc entre le vieux monde et le nouveau monde, entre les dominés et les dominants. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ça dans des contextes, dans des films très différents en apparence. Dans Les Trois Mousquetaires, par exemple, c'est vraiment la foudre anachronique des mousquetaires qui n'est rien ou qui est peu de choses face à la raison d'État qui est incarnée par Canana de Richelieu. Et en fait, ces mousquetaires, c'est un peu les Beatles, en un peu plus mal rasés, ou saillis par la poussière des chevauchés. Et je ne fais pas juste analogie avec les Beatles parce qu'ils étaient 4, mais parce qu'il y a eu à un moment un projet de faire les Beatles mousquetaires. Et on peut s'amuser à distribuer les rôles. Moi, j'aurais vu Ringo Starr dans le rôle de D'Artagnan, John Lennon en Athos, George Harrison en Porthos, Paul McCartney en Aramis, Yoko Ono en Milady, je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est encore un clash avec l'autorité. Et autre anecdote, dans Comment j'ai gagné la guerre, le régiment que vous allez voir dans Comment j'ai gagné la guerre s'appelle les 4e mousquetaires. Et c'est idem dans La Rose et la Flèche, où le roi Charles de Cœur de Lion, joué par Richard Harris, va trahir Robin des Bois en le mettant en prison parce que Robin des Bois a désobéi à un ordre. Et plus tard, Robin des Bois va affronter à nouveau une autre figure d'autorité qui est le shérif de Nottingham, son vieil ennemi, le shérif de Nottingham. Mais ce shérif de Nottingham est paradoxalement plus sympathique que les versions qu'on a pu voir ou qu'on verra après, parce que lui, en fait, contrairement à Robin des Bois, a appris à lire et à écrire, donc s'est éduqué, donc a atteint une espèce de raison d'État. Mais je pense que la vision la plus cohérente à cette époque du monde, ou même de la Grande-Bretagne, chez Lester, c'est peut-être dans son film le plus sous-estimé, peut-être le moins connu, et l'un des plus réussis, qui est Terreur sur le Britannique, qui date de 1973, et qu'on range un peu trop vite dans la catégorie film catastrophe, alors qu'il n'a rien à voir avec La Tour Infernale ou La Moitié du Poséidon. Je résume vite le Terreur sur Britannique, c'est l'histoire d'un terroriste qui se fait appeler Juggernaut, qui est le titre anglais du film. Et Juggernaut a caché des bombes sur un paquebot britannique et il menace de les faire sauter si on ne donne pas une rançon. Donc c'est la course contre la montre sur le bateau et sur la terre. Donc c'est la course contre la montre sur le bateau pour le démineur qui est joué par Richard Harris, qui doit trouver les bombes et les désamorcer. Et c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Et c'est la course à terre avec Anthony Hopkins qui joue le policier qui doit gérer le terroriste. Ce qui distingue le film des films catastrophes de la même époque, c'est qu'en général, dans un film catastrophe, le casting se comporte comme s'il jouait dans un soap-opéra. Et il y a catastrophe vraiment comme si, dans ces films catastrophes, le châtiment était divin, biblique, comme si c'était un châtiment qu'on demandait. Ou pour citer Théodore Adorno, l'homme qui imagine les désastres, les désirs en quelque sorte. Dans La Tour Infernale, c'est la Tour Infernale qui doit tomber comme un tour de Babel. Dans L'Aventure du Poséidon, c'est Gene Hackman qui se transforme en prophète, qui doit mener les survivants vers, non pas la terre promise, vers la sortie du bateau. Et dans Terreur sur le Britannique, il n'y a rien de tout ça. On entend une voix, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du terroriste, c'est une toute petite voix, toute minuscule, presque une voix de grand-mère qui parle, qui est douce, tranquille, trompeuse. Et Lester, au lieu de décrire le bateau comme une arche de Noé, comme dans le Poséidon et tout ça, va décrire ça comme un microcosme de la société britannique avec ses passagers, ses travailleurs. Et donc, c'est plus un film sur le travail, sur des gens au travail, qu'un film catastrophe. Et des gens au travail qui soient des mineurs, fonctionnaires ou employés sur un paquebot. Et ce n'est pas un film catastrophe parce qu'il n'y a pas paradoxalement beaucoup de morts dans le film. Et ce n'est pas innocent. Je pense que l'une des rares victimes dans le film, la première victime en fait, sont un travailleur immigré indien en bas de l'échelle sociale. Et même avec la menace de la bombe, en fait, il y a, Lester ne fléchit pas, il y a toujours cette méfiance par rapport aux figures de l'autorité. J'ai montré 2 extraits bout à bout des Terreurs sur le Britannique et les Trois Mousquetaires et montré comment Lester met en scène cette méfiance vis-à-vis de l'autorité et comment il est très politique en fait, sous des genres apparemment très commerciaux, très genres. Donc je mets un peu de contexte. Donc, dans le premier extrait de Terreurs sur le Britannique, capitaine du bateau, joué par Omar Sharif, organise une réunion publique sur le bateau pour avertir les personnages qu'il y a une bombe sur le bateau, mais que tout va bien se passer. Et dans le second extrait, Les Trois Mousquetaires, c'est une entrevue entre le cardinal de Richelieu et le comte de Rochefort, après, si vous avez lu le bouquin, après qu'ils aient fait arrêter donc, Monsieur de Bonacieux, le mari de Constance de Bonacieux, donc la future petite amie d'Artagnan. Donc extrait de Terreur sur le Britannique et Les Mousquetaires, s'il vous plaît. My go.
definitive scientific evidence that they are bombs. It could be a hoax. Second, if they are bombs, then the Navy will see to the defusing. Commander Fallon is a skilled and experienced man, leading a skilled and experienced team. Inevitably, certain sections of the ship will be sealed off. But because of the refit, we're all used to that anyway. The situation in London is that Scotland Yard has got the investigation well in hand. Now, if there are any questions. How long? Until dawn, Captain. A good 12 hours, plenty of time. Captain, without being an alarmist, we are sailing on a ship that might hypothetically be blown up. And the sea is so strong it's too rough for the lifeboats. Is that about it, isn't it? Yes, that's about it. Thanks for your candor, Captain. Just wanted a clear picture for my wife's diary. Why is he smiling? Well, that's all. Thank you very much for listening to me. What's that? Shh. Sorry. Sorry. Well. What should we do? I've taken 2 sleeping tablets. What you can do, sir? Lost them again? Now, as I was saying before I was so politely interrupted. Tonight's fancy dress ball will continue as per programme and as if nothing had happened. Are we downhearted? Well, just a little. Shall we go? In you go. I want you to tell me. I did nothing at all. I was lying in bed. I was alone in bed with my wife when this man break into my room. I swear I've done nothing. Nothing. What will they do to me? Everything. You're in the Bastille. You must have done something. What you have done is high treason. You are accused of conspiring with your wife and with the Duke of Buckingham. No. You know your accuser. Who brought you here? That is the man! Take him away. That is not the man! That is another man altogether! This is a very honourable gentleman! I tell you, he's an honest man! I tell you, he's a lovely singer and a beautiful dancer. And he's right in one hand. It's wonderful. They have met, the Queen and Buckingham. Where? At the palace. I learned of this when it was too late. You mean he slipped through your fingers? Slipped through your Eminence's fingers. I had no orders. What happened? The woman Bonancieux took Buckingham to the palace. The woman Bonacieux? I thought I told you to arrest her, to hold her. I failed. One does occasionally. If I blundered as you do, my head would fall. I would say from a greater height than mine, Eminence. You would? The height of vaulting ambition. You have none? No. Do you fear me, Rochefort? Yes, I fear you, Eminence. I also hate you. I love you, my son, even when you fail. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux scènes? Qu'il faut se méfier des moustachus qui vous donnent des ordres, peut-être. Que les moustachus sont aussi des hommes de médias. Omar Sharif, le capitaine, est un homme de télévision. Charlton Heston est un homme de cinéma, un homme de cinéma avant l'heure. Mais dans les deux cas, ce sont des manipulateurs. Omar Sharif, le personnage de Omar Sharif n'est pas non plus si méchant que ça dans le film, mais sa duplicité est signalée par son dédoublement. Il est à la fois sur scène et à la télévision. Et donc, même s'il n'est pas un méchant sensu dans le film, c'est une figure d'autorité très ambiguë dans Terreur sur le Britannique, qui est très centrée sur son devoir, très centrée sur sa personne, qu'on décrit à un moment comme étant juste un iceberg, et donc assez narcissique. Et la scène est typiquement historienne aussi, puisque vous avez vu avec ces enfants qui jouent au Mikado, donc qui provoquent une espèce de rupture. Donc c'est encore le grabuge chez les adultes, donc chez les vieux entre guillemets.
Mais pour une fois, l'humour est persona non grata dans un film de Lester, puisque tout est tentative donc, de l'officier que vous voyez à la fin de la scène, qui veut organiser un bal costumé pour essayer de détendre l'atmosphère, et sont complètement déjoués. Enfin, ces efforts pour amuser les gens sont complètement déjoués, parce que forcément, tout le monde est trop nerveux pour s'amuser. Donc il y a forcément aussi une défiance envers l'autorité dans la scène des Trois Mousquetaires qu'on a vu, Richelieu oblige. Mais vous voyez aussi le mélange de passivité, de cynisme qui est face au pouvoir. La passivité et le cynisme en fait des passagers du Britannique, qui ne sont pas dupes de ce qui se passe, qui sentent que quelque chose se trame, que tout ne va pas si bien que ça. Et le comte de Rochefort qui dit à Richelieu « Je vous crains, je vous déteste ». Et Richelieu qui répond de façon condescendante « Je vous aime, mon fils, même quand vous échouez ». Qui évoque vraiment un rapport aux politiques qui n'a pas vraiment vieilli, vu ce qui se passe en ce moment dans d'autres pays ou même ici. On va arriver au moment Superman dans la carrière de Lester, le moment que certains attendent le plus ici, je sais, le moment le plus critiqué, mais aussi le moment peut-être le plus synthétique de la carrière de Richard Lester, parce que c'est là où Richard Lester peut vraiment porter son mélange de burlesque et d'irrévérence à un point d'incandescence. Et là, le super-héros, comme démonstration ultime de toutes les possibilités du corps, donc aérien, élastique, indestructible, solide, liquide, gazeux. C'est vraiment le rêve de tout burlesque. Le super-héros aussi, qui est ce surhomme, qu'on met trop facilement d'emblée sur un piédestal, et qui est vraiment une statue qu'on est très tenté de faire tomber. Là, on est clairement dans un résumé donc, de ce qu'adore faire Lester. Et cette approche qu'il y a eu sur les Superman 2 et 3 a toujours souffert en fait, de la comparaison avec le premier Superman, avec celui de Richard Donner, donc, dont on parle toujours comme étant le Messie qui a su adapter une BD de super-héros sérieusement, sans second degré, et vraiment conférer une stature mythologique. Et dans l'histoire, Lester a toujours le mauvais rôle parce que c'est lui qui a remplacé Richard Donner sur le tournage de Superman 2, alors que Donner avait tourné 75% du film et qui a été remercié donc, par les producteurs. Voilà, donc c'est une histoire qui mériterait une conférence à elle toute seule. Et donc Lester a dû retourner une grande partie du film, et Superman 2 donc, va souffrir un peu trop de ces deux visions conflictuelles entre Richard Donner et Lester. Ce qui fait que le film d'après, Superman 3, c'est le seul Superman sur lequel Lester a un contrôle absolu. On va dire qu'il est le Superman le plus mal aimé jusqu'à Superman 4. Et alors, ce n'est pas le meilleur Superman peut-être de la série, mais je pense que c'est un super film de Richard Lester parce qu'il pose dès le style, dès le générique son style, et il pose le ton du film. Je ne vais pas y passer là, mais c'est une introduction totalement burlesque où dans les rues de Metropolis, donc de la ville de Metropolis, un passant se prend un lampadaire dans le visage parce qu'il a trop regardé une fille au décolleté généreux et ça provoque une réaction en chaîne, où des gens tombent dans des trous, un aveugle perd son chien, il y a des pingouins en peluche qui se baladent, et Superman au milieu de tout ça, et on le voit déjouer un braquage de banque, en même temps il est incapable de stopper la réaction en chaîne qui s'est produite, et au contraire il participe à cette réaction en chaîne. Donc ça pose bien la manière dont Lester voit Superman et dont Lester voit le super-héros. Mais ce qui intéresse vraiment Lester dans le film, donc qui rentre dans cette méfiance qu'il a toujours envers les figures d'autorité, c'est la corruption de Superman. Ce qui intéresse, c'est de montrer Superman corrompu. C'est de montrer Superman au moment où il est exposé à la kryptonite et il devient méchant. Il fait d'horribles choses comme être bourré dans les bars ou redresser la tour de Pise ou provoquer des marées noires. Et ça culmine dans la scène la plus connue du film, qui est donc Superman dédoublé, qui fait une dépression nerveuse et qui se dédouble entre le mauvais Superman et le gentil Clark Kent. Ils vont se battre dans une décharge publique. Heureusement, Superman a retrouvé ses esprits. Ça a une diversion du scénario, mais en fait, ça fait de Superman le méchant le plus intéressant du film. Beaucoup plus intéressant que le méchant du film officiel, qui est un milliardaire joué par Robert Vaughn qui veut contrer le marché du café et du pétrole. Et à côté, Lester ajoute un personnage dont l'occlusion a souvent été critiquée, qui est un génie d'informatique, donc qui est joué par Richard Pryor, le grand acteur comique afro-américain Richard Pryor, qui est vraiment le contrepoint humain du film et qui est vraiment le point de vue du spectateur et donc qui est un peu notre intermédiaire à nous.
Je vais passer un extrait et mettre un peu en contexte. Donc, c'est Richard Pryor qui joue Gus, informaticien et hacker, qui travaille pour les milliardaires, donc joué par Robert Vaughn. Et tous les deux ont détourné un satellite et ont créé une tornade pour détruire la production de café en Colombie. Et bien sûr, Superman intervient. Et voilà comment Richard Pryor va expliquer les exploits de Superman à son patron, à sa façon. Et donc, extrait de Superman 3, s'il vous plaît. Oh, just the man I wanted to see. It is not my fault. I mean, isn't it neato? What's not your fault? Superman. I mean, how was I to know he was going to start doing his thing when you started doing your thing? What are you talking about? What am I talking? It was just on television, man. Didn't you see it? Don't call me man. I just saw Columbia bite the dust, that's all I saw. You didn't see the man come flying out of the sky from the clouds. It was him with his cape flapping in the... His cape was flapping in the wind. He was flying. He was great. He was just flying around. His cape was blowing in the wind like this. Looked like a flag. And he landed right in the middle of this big plantation. Right? And he checked everything out, right, with his X-ray vision before he did that. And then he put these laser beams out of his eyes onto everything. Bzzz, 3 hot laser come out. Dried up everything, just like that. I'm talking about dried it up like the machines that they have in the men's rooms. You know what I'm talking about? The hot air comes out and you put your hands under there and you dry them off. Sometimes they don't work, right? But Superman's worked. And you think he stood around to take bows? Not this man. No, sir. He flies off again, right? Then he saw what really caused the trouble, right? He flew into the tornado, went down to the bottom of the tornado, and turned it upside down. He made the little end on top and the big end on the bottom. I was gonna go crazy. I never seen nothing like it. The big end was on the bottom, little end on the top. Old Gus has been doing some thinking. Good. That's why I keep you around. Yeah, I've been thinking that I'm not making enough money for this gig. Gus, if there's anything I hate, it's greed. Greed? Mr. Ross, just a minute. Let me tell you something. I can't ski. C'est une scène encore à la fois lesterienne, donc la manière dont il économise du spectaculaire en faisant raconter donc ça par Richard Pryor, qui raconte vraiment ça comme un enfant émerveillé. Et cette médiation, c'est aussi notre rapport par rapport au genre des super-héros, entre miracle et la gaminerie, entre la représentation donc, des super-héros à coups d'effets spéciaux et aussi le récit qu'on se raconte comme ça, comme à la cour de création, comme lorsqu'on était enfant. Il y a aussi cette générosité de Lester qui est d'offrir à Gus son moment Superman, même avec une nappe rose en guise de cape, mais en même temps le faire retomber sur ses pattes, enfin sur ses skis. Et donc il rend à la fois hommage à tous ces petits garçons qui rêvaient d'être Superman, mais il se moque quand même aussi pas mal de l'idée même de super-héros. Et c'est aussi, je pense, tout à l'honneur de Lester que d'incorporer un personnage vraiment humain, proéminent, voilà, surdoué, et pour faire la balance avec le surhomme, avec Superman. Donc c'est un peu, voilà, donc Lester démocrate. Tout le monde a sa place dans ces films. Avec les Beatles, les mousquetaires, les Britanniques, ou même Pétulia, et cette sensation que le monde existe vraiment autour des personnages principaux. Et je songe à cet échange entre Soderbergh et Lester dans le livre d'entretien, où je cite Soderbergh. Soderbergh dit « Vos films ne sont pas qu'une déconstruction d'un mythe ou d'une icône, ils traitent aussi de ce qu'il y a derrière. On dirait qu'il y a 2 mondes dans vos films, 2 galeries de personnages, les personnages principaux et d'autres périphériques. Les personnages principaux ne prêtent pas vraiment attention aux périphériques et vice-versa. » Et donc Soderbergh paraphrase un peu donc, le thème astrologique du Capricorne que j'évoquais, donc cette négation du moi chez Lester. Et la réponse de Lester est assez intéressante, elle est en 2 parties. Lorsque Soderbergh insiste sur le fait que Lester regarde dans les coulisses du monde, Lester répond « Je préfère montrer la bonne qui enlève les draps souillés
plutôt que de montrer la scène d'amour qui a rendu les draps sales. Ça, c'est la réponse humaniste. Et Lester continue, mais aussi, ça remplit l'écran, parce que si vous acceptez le principe que le public a une capacité de recevoir une masse d'informations simultanément, alors il n'y a aucune raison de ne pas exploiter. Si vous perdez confiance, vous finissez comme Robert Bresson, où une chose seulement se passe à l'écran, et ça met beaucoup de temps à se passer. Il n'y a rien de mal à ça. Mais j'ai toujours eu un métabolisme élevé, j'ai toujours bougé dans ma jeunesse et je sentais que le public pouvait accepter ça. Donc ça, c'est la réponse non plus humaniste, c'est la réponse presque physique, physiologique. Et ça va vraiment avec l'idée que si les films de Lester vont vite, s'ils sont bourrés de personnages et d'actions, c'est parce que voilà, c'est l'état du monde. Et Soderbergh et Lester ont cette conversation en 1996. Et vous pouvez imaginer la conversation qu'ils auraient de nos jours avec notre attention de plus en plus fragmentée, donc entre tous les formats d'écran, entre les films et les séries. Et cette réponse est aussi intéressante parce que c'est aussi finalement la clé des films de Lester. Les films vont vite, les films sont aussi tristes. Les films sont contemporains, mais après, ils bifurquent vers le passé. Donc il y a toujours cette friction entre vitesse et inertie, donc entre des forces progressistes et conservatrices, et qui provoque cette mélancolie. Et ça rappelle pas mal les travaux du philosophe allemand Hartmut Rosa. Et donc le thème favori, c'est vraiment comment le temps s'accélère dans nos sociétés et comment, à cause du temps qui s'accélère et à cause du progrès technique, ça provoque une aliénation, ça provoque une mélancolie, parce qu'on a toujours cette impression de gagner du temps, mais aussi d'en perdre. Je vais citer son ouvrage « Aliénation et accélération » que je vous invite à lire, vers une théorie critique de la modernité tardive, où il dit donc, que cette tristesse donc, qui dans nos sociétés vient de la crainte d'un arrêt brutal de nos sociétés. Et cette crainte a accompagné la société moderne tout au long de son existence et a donné naissance à des maladies culturelles telles que l'acédie, la mélancolie, l'ennui, la neurasthénie ou de nos jours la dépression. L'expérience de l'inertie, selon moi, émerge ou s'intensifie lorsque les changements et la dynamique dans notre vie individuelle ou dans le monde social ne sont plus vécus comme les éléments d'une chaîne d'évolution sensée et dirigée, c'est-à-dire comme des éléments de progrès, mais comme des changements frénétiques et sans direction. Ainsi, on perçoit un changement dynamique lorsque les épisodes de changement s'additionnent pour composer une histoire de croissance, de progrès ou d'histoire, alors que la perception de l'immobilité est la conséquence d'épisodes d'altération, de transformation ou de variation des lieux de direction aléatoires et déconnectés. Selon cette perception, les choses changent, mais elles n'évoluent pas, elles ne vont nulle part. Et c'est un peu la leçon de la carrière de Lester et de ses films, cette trajectoire qui est de passer de 4 garçons à Help, puis du contemporain au fantasy historique, puis de passer à la bande dessinée. Et surtout, avec Pétulia, qui, je pense, résume tout ça, ça range Lester dans, dans ce que Rosa donc, appelle la perception de l'immobilité. Et donc, voilà, ça évoque cette immobilité que mentionnait Manny Farber dans sa critique des films de Lester, c'est-à-dire qu'on a, que ça va vite, mais qu'en même temps, qu'on a l'impression d'aller nulle part. Et ça va nous amener à la postérité de Lester. En conclusion, si on en croit Manny Farber, donc le cinéma était lesterien, lestéroïde en 1966, c'est une influence qui ne dit pas son nom et qu'on retrouve encore jusqu'à nos jours dans des territoires divers et variés. Donc il y a eu le clip vidéo forcément, mais je suis persuadé que les premiers films de Cosidi avec les Charlots, genre Le Grand Bazar ou Il faut du stade, sont un mélange de Richard Lester et de Gaston Lagaffe. Le clip vidéo aussi, donc, puisque MTV avait dans les années 80 baptisé Lester le parrain du vidéoclip. Et comme noté auparavant, un des grands défenseurs de Lester dans les années 90, c'est Steven Soderbergh, donc, qui a consacré un livre d'entretien. Et on peut voir les points communs entre les deux, c'est-à-dire certaines réputation de dilettante, cette même réputation de cinéaste faussement mineur, cette capacité de travailler vite. Mais on voit beaucoup d'influence de Pétulia dans l'un des meilleurs films de Soderbergh, je trouve, l'anglais, qui est cette histoire de gangster, donc joué par Terence Stamp, qui jouait donc déjà dans Superman 2, et dont le montage incruste des retours en arrière, des flashbacks, sont les mêmes techniques impressionnistes de Pétulia. Et c'est quelque chose que Lester avait en tête pour le Retour des Mousquetaires, donc la dernière partie de sa trilogie des Mousquetaires, où il voulait incorporer des films, donc des extraits des anciens films dans le nouveau, donc tourné en 89. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons de droit. Et Soderbergh, grâce à l'anglais, a fait ce que Lester n'a pas pu faire dans Les Trois Mousquetaires, donc en incorporant des scènes de Terence Stamp jeune dans un film précédent, donc il les a incorporées donc, dans un film du présent. Et bien sûr, la lestéroisation donc, du cinéma, c'est
c'est aussi son attitude irrévérencieuse vers les super-héros. Et c'est une attitude qu'on retrouve maintenant depuis presque 20 ans dans les productions du genre. Dans les films de super-héros de DC, de Marvel, où il s'agit à chaque fois de s'émerveiller des prouesses des super-héros, mais de les dégonfler juste 10 secondes après avec un gag ou avec une punchline. Pour conclure, donc, pour répondre à la question qui êtes-vous Richard Lester, donc j'espère avoir montré ces différents visages de burlesque, de mélancolique, de politique, mais aussi de démocrate, contrarié, et comment tous ces visages se répondent. Mais aussi, j'espère surtout vous avoir montré que Richard Lester était aussi un réaliste. Merci.